Bonjour à tous et bienvenue dans ce module vidéo consacré à l'utilisation du logiciel SimClima dans le cadre de travaux pratiques. Ce logiciel de simulation, vous l'avez gratuitement disponible sur le site que je vous ai mis en lien. Donc il est disponible pour Windows et pour Mac. Il est open source et totalement gratuit, donc vous pouvez l'utiliser très facilement. Je vous mets également sa fiche technique qui va vous permettre de comprendre l'interface du logiciel et puis toutes les fonctionnalités qu'il propose. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le TP ensemble, soit pour que vous puissiez avoir la correction si vous l'avez fait, soit si vous ne pouvez pas le faire, ça vous permet de voir ce qui était demandé comme manipulation. Pour ça, on va suivre la fiche d'activité 3, qui va nous permettre en fait d'utiliser le logiciel de simulation. On avait vu dans les activités précédentes la construction des modèles de simulation climatique qui a évolué au cours du temps. Et pour ça, on avait parlé de la notion de résolution spatiale et de résolution temporelle. Je reviens sur ces notions qui sont nécessaires à l'utilisation du logiciel SimClima. La résolution spatiale, dans un premier temps, c'est ce que vous voyez sur ce schéma. Donc c'est chacun des petits cubes en fait qui constituent le globe terrestre. On divise en fait le globe terrestre en une multitude de cubes et c'est dans ces cubes qu'on va faire la simulation. Et ensuite on remet les simulations tout ensemble. Évidemment, plus les cubes sont petits, plus la simulation va être précise. Plus les cubes sont gros, moins il y en aura et donc plus la simulation sera approximative. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, et ce qui est utilisé par SimClima, ce sont des cubes de 100 km sur 100 km. Donc ça, c'est la résolution spatiale de SimClima, c'est 100 sur 100. Pour ce qui est de la résolution temporelle, c'est en fait les simulations qui vont être faites sur un certain laps de temps. En l'occurrence, pour SimClima, c'est 10 ans, donc il fait un calcul dans les cubes, dans chaque cube, un calcul tous les 10 ans. On n'a pas besoin d'une résolution temporelle qui soit ultra fine pour ce qui est des simulateurs climatiques, puisque le climat, je vous rappelle, se mesure sur 30 ans. Donc savoir le climat de telle ou telle zone simulée heure par heure, ça ne va pas être d'une pertinence folle. Ça va demander beaucoup de ressources numériques, des calculateurs très puissants, pour un résultat qui ne sera pas très intéressant. Par contre, une résolution spatiale fine, ça va être très intéressant, puisque plus le maillage va être petit et précis, plus on va avoir des simulations qui vont être proches de la réalité du futur qui nous attend. Donc maillage temporel, pas forcément besoin d'être précis, par contre le maillage spatial, lui, plus il est précis, mieux ce sera. Donc les scientifiques, évidemment, travaillent sur des maillages de plus en plus précis, donc de plus en plus petits. Pour ce qui est de notre TP aujourd'hui, on va avoir pour consigne de faire plusieurs simulations grâce au logiciel SimClima, et ensuite de comparer ces simulations avec le rapport du GIEC. Premier document, c'est le protocole en fait d'utilisation de SimClima. Protocole qui va nous demander de faire 3 scénarios, de simuler donc un modèle avec un scénario optimiste, un modèle avec un scénario pessimiste et un modèle avec un scénario témoin. Deuxième document, c'est le rapport du GIEC dans lequel on a les simulations qui ont été faites pour la température et pour l'élévation du niveau des océans. C'est ça qu'on va devoir comparer avec notre simulation. Premier scénario qu'on va pouvoir lancer, c'est le scénario optimiste. Pour ça, je lance SimClima. Première étape, on nous demande de choisir l'état initial maintenant et la durée 100 ans. Donc je mets maintenant et on va simuler sur 100 ans. On arrive à la deuxième étape où on nous demande de nommer la simulation scénario optimiste et puis de choisir une couleur pour cette simulation. Scénario optimiste et on va mettre la couleur verte
couleur des spores. Troisième étape, on nous demande de vérifier que les paramètres astronomiques soient bien tous sur actuels. On est bien dans les paramètres astronomiques, donc c'est la première zone qui se trouve ici, paramètres astronomiques. La distance Terre-Soleil est bien sûr actuelle, la puissance solaire également. L'excentricité n'est pas sur actuelle, donc elle on va la changer, actuelle. L'obliquité, on est bien sûr actuelle, et la précession également. Pour ces trois paramètres orbitaux, excentricité, obliquité, précession, on en a parlé dans l'activité précédente, donc je vous invite à retourner voir les conclusions de cette activité si c'est pas totalement clair pour vous. Les paramètres astronomiques, on avait vu justement lors de cette activité qu'ils varient sur l'échelle de dizaines de milliers d'années, voire de centaines de milliers d'années. C'est pourquoi ici on va mettre que les paramètres actuels, puisque on va simuler sur 100 ans, donc sur 100 ans ils ne vont pas varier tout simplement. Donc on peut se permettre de laisser l'actuel sans que ce soit trop approximatif. Étape suivante, on va aller dans émission de CO2, qui est le symbole qui est juste ici, celui-ci, au milieu. Et dans émission anthropique, on va aller dans autres et on va noter 1 gigatonne par an. Scénario optimiste. Donc on va dans les émissions anthropiques, on nous a dit autres, 1 gigatonne par an. Et tiens, dans les émissions anthropiques, on me dit comme aujourd'hui c'est 8 gigatonnes par an. Ça veut dire que là, scénario optimiste, on serait capable de diviser par 8 nos émissions de CO2. On va aller ensuite dans les rétroactions climatiques, qui est la flèche qui est juste en bas, celle-ci. Et on nous demande que le simulateur tienne compte de ces rétroactions. On va donc dans chacun des paramètres et on va demander à SimClimat de calculer en fait en fonction, donc là en l'occurrence l'albédo, en fonction de la rétroaction. On fait la même chose pour les océans. On demande que ça soit calculé par SimClimat en fonction de la température, ce qui permet la rétroaction. Et là aussi calculé par SimClimat. Donc là, ça permet que les rétroactions soient prises en compte. Une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir lancer la simulation. On arrive sur ce tableau avec la simulation de 2007 à 2107, donc sur 100 ans. On a d'abord le niveau de la mer par rapport à l'époque pré-industrielle, en données chiffrées graphiques, qu'on va préférer en tant que scientifique, mais on a également une représentation schématique qui nous permet de se représenter en fait par rapport à l'échelle humaine ce que ça va donner. On a la même chose, le même type de petit dessin pour la latitude jusqu'à laquelle la calotte glaciaire de l'hémisphère nord s'étend. Donc pareil, on a les données graphiques qu'on va préférer évidemment, puisque là ce sont des données chiffrées donc c'est précis, mais on a également une représentation schématique qui nous permet de voir jusqu'où va s'étendre la calotte environ. On a l'albédo, là en l'occurrence on voit qu'il diminue, il diminue tout simplement puisqu'il y a de moins en moins de glace. Les étendues glaciaires remontent en latitude, donc il y en a de moins en moins, elles sont de plus en plus petites. L'albédo, c'est la capacité à réémettre des rayons qui sont reçus. Si il y a moins de glace, l'albédo va diminuer, donc il y aura de plus en plus de rayons qui vont être absorbés par la Terre. Les émissions de carbone continuent à augmenter même avec un scénario optimiste. Ça, c'est le résultat notamment des rétroactions dont on a parlé. Donc même s'il y a un changement, le changement sur le climat, il n'a pas un effet immédiat. Et donc la concentration en CO2 va continuer à augmenter, même avec un scénario optimiste.
La température, c'est le résultat du calcul de toutes ces composantes qu'on a vues juste avant. Elle continuerait à augmenter également, même avec un scénario optimiste. En 2007, on était à 15,3 degrés moyens sur toute la planète. Ça, c'est mesuré, c'est une donnée fixe, c'est pas une donnée simulée. 15,3 degrés, c'est ce qu'on avait en 2007. Et ce qui est estimé en scénario optimiste, c'est 15,89 degrés, donc 0,6 degrés environ d'augmentation. Ça, c'est pour notre scénario optimiste. On va pouvoir maintenant passer au scénario pessimiste. On nous dit de faire de même en choisissant pour les paramètres d'émission anthropique 22 gigatonnes par an. Pour rappel, on avait mis 1 gigatonne par an en scénario optimiste. Tous les autres paramètres donc ne doivent pas changer. C'est le principe expérimental de une expérimentation nécessite un témoin, c'est ce qu'on fera après, et un seul paramètre qui change à la fois. Si on fait varier deux paramètres, on ne pourra pas savoir quel paramètre parmi ceux qu'on a changés a eu l'effet qu'on va observer. Donc là, on va changer un seul paramètre, ce sont les émissions anthropiques. Je retourne donc dans SimClimat et je vais aller au niveau du plus ici pour ajouter une seconde simulation. On est toujours sur 100 ans et on est cette fois sur le scénario pessimiste. On va mettre en rouge le scénario pessimiste. Alors, de nouveau, j'ai mes paramètres astronomiques à régler. Donc là, il faut qu'ils soient tous aux valeurs actuelles, comme on a fait tout à l'heure. Excentricité actuelle, obliquité actuelle et précession actuelle. Pour ce qui est donc des paramètres astronomiques, même chose que tout à l'heure, donc on met tous les paramètres comme ils sont actuellement, puisqu'on simule sur 100 ans, et que donc à l'échelle de 100 ans, ils n'auront pas changé, en tout cas pas suffisamment pour que ça ait un effet notable sur le climat. Pour ce qui est des émissions de CO2, on va cette fois dans émissions anthropiques, comme tout à l'heure, mais on va mettre dans autre valeur 22 gigatonnes par an. Pour rappel, actuellement on émet 8 gigatonnes par an, donc 22, on triplerait quasiment nos émissions de CO2. Donc c'est effectivement assez pessimiste. Enfin, on va dans les rétroactions, dernier bloc à régler, et là, pareil, il faut toujours qu'il y ait un seul paramètre qui varie, on fait varier les émissions de CO2, donc il faut que les rétroactions ne varient pas d'une simulation à l'autre. Donc on va vérifier, on avait demandé tout à l'heure à ce que SimClimat prenne en compte les rétroactions, de la même manière, on va lui demander cette fois de prendre en compte les rétroactions et de les calculer. Voilà. Tout est bien réglé pour ce qui est des rétroactions. Je vais donc pouvoir lancer cette seconde simulation. La seconde simulation apparaît donc en rouge sur le graphique. Donc on a toujours les mêmes paramètres qui sont calculés. Et on va pouvoir passer à la troisième simulation, donc qui est le scénario témoin. Donc toujours la même chose, mais cette fois on ne change rien à nos vies. Dans ces cas-là, troisième simulation, on est toujours sur 100 ans. On va la mettre en bleu. Alors évidemment, les paramètres astronomiques, une nouvelle fois, ne vont pas changer. Et ils sont tous mis en actuel. Aucune raison qu'ils changent d'une simulation à l'autre, puisque si on fait varier plus d'un paramètre, notre expérimentation n'est plus valable et ne peut plus permettre d'aboutir à une conclusion.
On va ensuite dans les émissions de CO2, deuxième bloc à régler, et cette fois dans les émissions anthropiques, on va mettre comme aujourd'hui, puisque notre scénario témoin, c'est si on ne change rien à nos modes de vie, donc on va rester comme aujourd'hui. Et enfin, les rétroactions, toujours la même chose, rétroaction climatique, on vérifie que c'est bien à chaque fois calculé par SimClimat. Pour l'albédo, on fait la même chose pour l'océan, pour la végétation et pour la vapeur d'eau. Une fois que tout est vérifié, on va pouvoir lancer la simulation. Voilà, donc là on a nos 3 simulations qui sont notées sur les mêmes tableaux, qui nous permet en fait de comparer. Alors sans surprise, la simulation témoin, donc qui correspond à nos émissions actuelles, se trouve entre le scénario optimiste et le scénario pessimiste. Pour ce qui est de l'élévation du niveau des mers, on voit que même avec un scénario optimiste, on aurait quand même une augmentation du niveau des mers de 45 cm. Et en pessimiste, on serait à 70 cm environ. Pour ce qui est des températures, on a dit tout à l'heure 0,6 degrés d'augmentation sur un scénario optimiste. Et sur un scénario pessimiste, on est à 2,5 degrés d'augmentation. Ce qui est assez conséquent. Là, on a fait nos 3 simulations, donc nos 3 graphiques qui sont représentés. La deuxième étape maintenant, c'est de comparer avec les données du GIEC. Le graphique qui est en haut, c'est ce qui correspond aux simulations d'évolution des températures jusqu'en 2100. Donc ils sont partis de 2000 jusqu'à 2100 et ils sont basés sur des données de 86 à 2005. Vous voyez qu'il y a une ligne plus foncée à chaque fois, ligne foncée, et puis une plage un peu plus large. La ligne, c'est la moyenne qui a été calculée. Et la plage, c'est la marge d'erreur qui se sont accordées sur les différents scénarios. À chaque fois, ils ont mis en rouge le scénario pessimiste et en bleu un scénario optimiste. Donc ils ont fait exactement le travail que nous, on vient de faire. Sur leur scénario pessimiste, ils estiment l'augmentation de la température de l'ordre de 2 à 5 degrés. Nous, pour rappel, sur notre scénario pessimiste, on était à 2,5 degrés. Donc on est vraiment dans les mêmes gammes que ce qui a été calculé par le GIEC. Pareil, en pessimiste, pour ce qui est de l'élévation du niveau des mers, on serait pour eux de 0,5 à un peu moins d'1 mètre. Scénario pessimiste toujours. En élévation des océans, nous, on a simulé à 0,70 mètres, donc 70 cm. Donc toujours le même ordre de grandeur, et en tout cas, à chaque simulation, on se retrouve toujours dans la marge d'erreur du GIEC. Pourquoi il y a une marge d'erreur? Tout simplement parce que les scientifiques qui font ces calculs et ces simulations ne sont pas des devins. Ils font des simulations grâce à des équations qui sont mises en place par des physiciens, des mathématiciens, des climatologues. Ces équations ont toujours, comme toute équation, une marge d'erreur. Cette marge d'erreur cumulée fait que on ne peut pas deviner si on va être plutôt ici ou plutôt ici. Donc elle est prise en compte toujours dans les simulateurs. On est assez humble quand on est scientifique, on ne prétend pas tout savoir, et on assume le fait que on ne sait pas ce qui va se passer, on suppose que ça va être quelque chose comme ça, mais on n'est pas devant. Vous remarquez quand même que pour ce qui est des simulations du GIEC, on est quand même très proche, en tout cas on est à chaque fois dans la marge d'erreur de la simulation du GIEC par rapport à notre simulation SimClimat. Tout simplement puisque SimClimat, alors c'est un logiciel qui est fait pour les lycéens, mais ça reste un logiciel qui est relativement précis, donc on se retrouve quand même dans la marge d'erreur. Pour ce qui est à retenir de cette activité, c'est en fait
le bilan que je viens de vous faire de la comparaison avec le GIEC, c'est que on est dans la gamme d'erreurs, la gamme d'incertitude des modèles du GIEC. Le GIEC a utilisé plusieurs modèles d'études. C'est leur particularité, et c'est pour ça aussi que la gamme d'erreurs est assez importante, puisqu'ils ont pris des modèles très pessimistes, des modèles très optimistes, des modèles intermédiaires, et différents systèmes de modélisation avec différentes équations. Donc c'est quelque chose de très complet. Nous, on se retrouve dans ces simulations. Dans tous les cas, ce qui est commun dans tous les simulateurs, c'est que même si on arrêtait totalement les émissions de CO2 à partir de maintenant, il y aurait quand même une augmentation de la température, due notamment aux rétroactions, dont on a parlé dans l'activité et le chapitre précédent. On a parlé des rétroactions qui font qu'il y a un emballement. Quand les températures augmentent, il y a des effets qui se mettent en place qui font augmenter de nouveau la température. Donc il faut le temps que ces rétroactions s'arrêtent. Donc si on arrête toutes nos émissions de CO2 maintenant, ça ne va pas suffire à arrêter totalement l'augmentation des températures, ou en tout cas pas instantanément. Pour ce qui est des éléments à retenir de ce TP, on a d'abord les définitions donc, de résolution spatiale et résolution temporelle. La résolution spatiale, c'est la taille des mailles du modèle climatique. Donc pour SimClimat, c'est 100 km sur 100 km. Ce chiffre n'est pas à retenir, c'est simplement un exemple qui vous permet en fait d'appréhender cette notion de résolution spatiale. La résolution spatiale, plus elle est fine, meilleur sera le modèle climatique. Donc plus les mailles seront petites, plus le modèle climatique sera précis. Pour ce qui est de la résolution temporelle, c'est la durée qui s'écoule entre deux calculs du modèle climatique, donc de la simulation. Pour SimClimat, c'est 10 ans, donc une nouvelle fois le chiffre n'est pas à retenir, c'est simplement pour illustrer la notion de résolution temporelle. La résolution temporelle, elle, n'a pas besoin d'être extrêmement fine, puisque le climat, il ne va pas évoluer sur une durée de l'ordre de la journée ou de la minute. Donc on n'a pas besoin d'une résolution très fine pour ce qui est de la résolution temporelle. Par contre, pour la résolution spatiale, plus la résolution sera fine, meilleur sera le modèle et plus il sera précis. Ce qu'il y a à retenir de cette partie sur modéliser le climat, c'est que les modèles s'accordent sur certaines prévisions. Donc les modèles climatiques, ils sont nombreux et ils sont variés. Ils s'appuient sur des équations qui sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'il existe beaucoup de modèles climatiques basés sur plusieurs modèles différents. Ils s'appuient tous sur les probabilités d'occurrence de tel ou tel événement. Et ils arrivent à des conclusions de l'augmentation de 1,5 à 5 degrés de la température moyenne entre 2017 et la fin du XXIe siècle. Ils s'accordent sur l'élévation du niveau moyen des océans entre le début du XXIe siècle et 2100 qui pourrait atteindre le mètre. Des modifications du régime des pluies et des événements climatiques extrêmes comme les ouragans, les tornades, etc. qui seraient donc plus fréquents et plus violents. L'acidification des océans, qui aurait donc un impact sur la biodiversité, donc ça rejoint le dernier point qui est un impact majeur sur les écosystèmes terrestres et marins, puisque l'évolution du climat est trop rapide pour que les êtres vivants puissent s'y adapter. Je vous remercie tous de votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.